Voilà un discours, disséqué. Eh bien, il est en train d'avoir lieu, en ce moment. Le chef du Hezbollah au Liban, qui est en train de s'exprimer, actuellement et puis on va en parler, avec, mes invités sur place. Mon invité, monsieur Belfallah Younes, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Paris 8, directeur du MedFocus think tank spécialiste du Moyen-Orient. Hugues Huet est exactement également pardon, avec moi sur ce plateau. Vous êtes spécialiste des questions internationales. Monsieur Belfallah, cette attaque sur le Liban, c'est une vraie victoire pour Israël? Oui, d'un point de vue israélien, on parle de la deuxième personne la plus importante dans la branche, armée de Hamas, le vice-président du mouvement de Hamas, un chef de bureau politique au Liban, un personnage quand même, quelqu'un qui était connu par les Israéliens. Il a passé 15 ans dans les prisons israéliennes. Après, il était obligé par les autorités israéliennes d'exiler d'abord en Syrie, puis en Turquie, à partir de 2018 au Liban. Un des interlocuteurs les plus privilégiés pour Hassan Nasrallah, c'était celui qui coordonne entre le Hamas et le Hezbollah. Il a une grande popularité, pas seulement dans la branche du Hamas, ça veut dire pas seulement dans la bande de Gaza, mais parce que aussi en Cisjordanie, parce qu'il vient de la Cisjordanie, il est de Ramallah. Donc forcément, oui, c'est un poids lourd, on va dire, du Hamas pour Israël. Elle a toujours cherché une victoire dans la bande de Gaza en essayant de neutraliser les dirigeants du Hamas. Ça n'a pas marché. Et donc là maintenant, la stratégie israélienne, elle a rentré en fin de compte à chasser des figures du Hamas à l'étranger. Le terrain de Liban, il est très important. C'est fort possible d'avoir d'autres opérations en Turquie, probablement au Qatar, même si je loin la possibilité de Qatar, vu qu'il y a des négociations toujours entre le Qatar et Israël et que le Qatar elle a joué un rôle d'intermédiaire et qu'elle a reçu même des garanties de la part des Israéliens. Maintenant, la riposte de ce qui s'était passé hier, il y a deux scénarios. Soit que c'est le Hamas qui prend le relais et qui fait une riposte, et c'est fort possible qu'elle le fait à l'intérieur d'Israël. Ça veut dire que possibilité d'avoir des attaques même à Jérusalem ou voire à Tel Aviv. Et le deuxième scénario, c'est que c'est le Hezbollah qui fait la riposte. Et là, on va voir une grande tension dans le front nord d'Israël. S'ajoutant à cela que Israël n'a pas cessé de faire ce genre d'opération Oui. pratiquement en Syrie. Il y a quelques jours, il y a un dirigeant des gardiens de révolution iranienne qui était neutralisé par Israël en Syrie. Donc forcément, le risque d'engrenage, il est omniprésent et on est en train de voir un embrasement de ce conflit Le au risque Moyen-Orient, d'embrasement clairement. est réel. Tout à fait. Absolument. Là, on parlait du Hezbollah, de cette attaque justement. Le chef du Hezbollah, hein, qui je le disais, est en train de s'exprimer. Qu'est-ce qu'on peut attendre? On va essayer de l'écouter dès qu'on le pourra. Qu'est-ce qu'on peut attendre de cette déclaration? Bah, je crois d'abord que ça sera un discours qui va manifester des émotions, énormément d'émotions de la part de Hezbollah, qui va parler de cette relation entre le Hezbollah et le Hamas sous l'égide de l'Iran et qu'il y a également une grande collaboration entre les différents proxys de l'Iran dans cette région. Hier, j'ai vu des communiqués de pas mal de mouvements chiites en Irak, en Syrie, également les Houthis au Yémen qui ont exprimé hier un grand communiqué. Et on sait parfaitement qu'il y a un risque aussi avec les Houthis au Yémen qui ont manifester leur volonté de rentrer dans cette guerre à travers les manœuvres dans la mer Rouge. Donc pour cette raison, je dis que l'acteur principal de cette guerre et qui a bien profité de cette guerre, qui est l'Iran, ne cesse pas de s'afficher. Et on est en train de voir une guerre, mais à multiples fronts et à plusieurs facettes. Ça veut dire elle peut prendre la forme militaire comme qu'elle peut prendre la forme d'espionnage économique, cybernétique. D'ailleurs, bon, parlant de renseignement, d'espionnage, l'attaque d'hier qui était extrêmement ciblée dans un quartier connu comme étant un Oui. quartier de Hezbollah, ça montre clairement que c'est un grand travail de renseignement. On ne peut pas faire ce genre d'attaque sans avoir bien évidemment énormément d'informations et surtout de précision. Un grand travail de renseignement, de précision. Vous le disiez d'ailleurs, cette frappe au cœur de Beyrouth, Hugues, elle a fait réagir, hein, jusqu'au sommet de l'État français. Oui, bien sûr, parce que Emmanuel Macron a téléphoné hier soir, non pas au chef du gouvernement israélien, comme on aurait pu l'imaginer, mais à son opposant en chef, qui fait partie du cabinet d'union nationale, mais qui est quand même son opposant politique. Je veux parler de Benny Gantz. Oui. Et donc, effectivement, il a appelé à une certaine retenue par rapport donc à ce risque d'escalade qui pointe, qui arrive
au Liban, hein. Et c'est vrai que je me souviens encore, il y a quelques semaines, de cette visite de Catherine Colonna en Israël, et qui répondait du tac au tac à son homologue Oui. israélien. Eh bien, écoutez, la désescalade, ça vaut pour toutes les parties, y compris pour Israël, parce que c'est vrai qu'il y a une logique un peu jusqu'au boutiste pour l'instant, de la part du gouvernement israélien et de Benjamin Netanyahou, hein, qui lutte aussi pour sa survie politique personnelle, hein. Et donc voilà, c'est effectivement, on est au bord du gouffre. Que le Hezbollah, on en reparlera sans doute, effectivement, puisque Hassan Nasrallah ne s'est pas encore exprimé. Bah voilà, on va juger un petit peu de ce qu'il va dire, et s'il est prêt à engager effectivement ses troupes dans une riposte massive, ce dont on peut peut-être douter, hein, puisque depuis le 8 octobre, eh bien, ça ne s'est pas produit. On peut imaginer que son mentor, donc l'Iran, ne le souhaite pas, en tout Mmh. cas pas pour l'instant. Est-ce que du coup, Israël est capable de mener un conflit à la fois sur le front de Gaza Sud et aussi Liban au nord? Je crois pas, hein, même si les déclarations du Sahel, bien évidemment, c'est l'armée, donc ils vont dire des déclarations qui ont un caractère extrêmement positif, qui montrent qu'ils veulent faire une offensive. Et là, bien évidemment, il y a aussi une partie politique, et là où je vous rejoins par rapport à les objectifs personnels, je vais dire, de Benjamin Netanyahu. Maintenant, si on veut parler d'une guerre totale, ça va être vraiment un scénario très compliqué pour Israël, parce que de toute façon, il y a déjà une guerre dans la bande de Gaza qui ne s'est pas encore terminée. Il y a une question qui est très centrale, d'ailleurs, je crois que c'est l'une des questions qui va être une des conséquences de ce qui s'était passé hier, c'est la question des otages. Parce que ce qui s'était passé hier va Oui. compliquer l'opération ou les tractations pour faire des négociations. Ça complique la tâche pour le Qatar ou pour l'Égypte pour mener des négociations, même si on parle d'une troisième étape, on va dire, dans ce processus de guerre, comme il a dit Jacques Sullivan des États-Unis, sur l'idée de dire que on va diminuer les bombardements intensifiés pour aller vers des opérations ciblées. En même temps, sur le plan économique, l'économie israélienne actuellement est en arrêt. On parle de 300 000 réservistes qui ont quitté leur poste de travail pour participer dans cette guerre. La Banque centrale d'Israël parle d'une perte ou d'un coût de guerre Mmh. actuellement d'à peu près 56 milliards de dollars. Donc, quand même, c'est très, très compliqué pour gérer, en fin de compte, une opération ou une guerre à multiples fronts. Et bien évidemment, c'est l'étendue de cette guerre, c'est-à-dire Israël, s'il fait une guerre de telle manière contre l'Iran, en Syrie, en Irak, au Yémen et dans la bande de Gaza, ça veut dire qu'aussi une application directe ou indirecte des États-Unis dans cette guerre. Donc, chose qu'on doit pas oublier on va évidemment pour lire la géopolitique de cette région. Justement, puisqu'on parle de l'Iran, je voulais aussi qu'on revienne sur cette explosion, hein, en Iran qui a eu lieu Ouais, en marge de aujourd'hui. l'anniversaire de la mort du général iranien Qassem Soleimani. Il y a eu deux explosions donc, qui ont fait plus de 103 morts pour l'instant, plus de 170 blessés. Je précise que c'était aujourd'hui, hein, que l'Iran célèbre le 4e anniversaire de sa mort. C'est pour cette raison évidemment qu'il y avait beaucoup d'Iraniens qui étaient venus se recueillir Tout sur à sa fait. tombe. Et qu'est-ce qu'on peut dire de ces explosions? Ah, il y a deux possibilités, soit que ça soit l'opposition iranienne qui est très 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 forte et qui est habituée à faire de ce genre d'opération. Bah, la deuxième possibilité, c'est Israël, ou bien les deux en même temps. C'est-à-dire qu'on sait parfaitement qu'il y a un lien entre l'opposition iranienne et le Mossad précisément en Israël, même si que j'éloigne le scénario israélien parce que c'est pas le style d'Israël de mener ce genre d'opération. Justement, c'était un peu la question C'est aussi, ouais. Israël, elle toujours, en fait, elle a visé des institutions nucléaires, elle a visé des chercheurs en Iran, C'est pas vraiment leur mode des opératoire, gardiens hein. de révolution. Donc, c'est pas leur mode opératoire. Maintenant, le timing, il est très important, comme vous l'avez dit. C'est lié par rapport à la commémoration du mort du général Ouais. Soleimani, qui était assassiné par les Américains et pas par les Mmh. Israéliens, et qui était quelqu'un qui représentait en quelque sorte la plaque tournante de tous les proxys armés de l'Iran dans cette région. Donc forcément, je crois ce qui se passe aujourd'hui, c'est vrai qu'on est face à un risque d'engrenage ou d'embrasement, mais en même temps, on ne doit pas négliger que derrière, il faut pas oublier qu'il y a des élections américaines et que le projet américain, c'était plutôt pour négocier l'accord nucléaire avec l'Iran. Donc il y a des enjeux politiques extrêmement présents dans ce qu'on peut appeler actuellement l'aspect militaire dans cette guerre. Et on y reviendra évidemment dans D'un les mot très rapidement, rapidement, Hugues, ouais. concernant ce double attentat, on peut y voir aussi la main de Daesh. Ce ne serait pas la première fois que Exactement, l'État tout à fait. islamique C'est vrai commette que je des précise attentats encore sur que ce terrain. ces 2 explosions, on ne connaît pas encore l'origine Et qui sont de très ces fort 2. présents dans cette région, pas seulement en Iran, mais aussi également en Afghanistan et en Pakistan. Et donc, ils ont déjà menacé l'Iran à plusieurs reprises. Et on y reviendra évidemment dans nos prochaines éditions. Merci à tous les 2 d'être venus sur ce plateau Je vous en prie. pour en parler.